Bienvenue pour cette leçon qui s'intitule Éléments de statistique. Le sommaire comporte les rubriques suivantes. La première rubrique est la définition d'un modèle statistique. La deuxième rubrique, nous revenons sur la méthode des moindres carrés pour en donner un certain nombre de résultats sur les propriétés statistiques de cette méthode. Alors nous allons d'abord définir, prendre la première rubrique pour définir ce qu'est un modèle statistique. Alors définition, un modèle statistique est une famille de mesures de probabilité indexées par le paramètre θ appartenant à un domaine grand θ contenu dans R puissance D. C'est-à-dire qu'on s'intéresse en règle générale à des paramètres réels de dimension finie. Alors avant de présenter un certain nombre d'éléments et de propriétés des modèles statistiques, je vous rappelle des éléments de probabilité. En probabilité, on introduit un espace d'épreuves oméga sur lequel on définit une partie, un ensemble de ces parties et qui possède la structure de tribu. Ça, c'est l'espace des épreuves. Les éléments de la tribu s'appellent des événements. Enfin, sur l'attribut grand F, on définit une mesure grand P à valeur dans 0, 1 et que l'on appelle une mesure de probabilité. Donc l'ensemble, ces trois éléments-là, forment ce que l'on appelle un espace de probabilité. Alors en statistique, on rajoute un paramètre et on désigne donc par modèle statistique un ensemble de mesures de probabilité définies sur le même espace et indexées par le paramètre θ appartenant à grand θ. C'est donc de cette façon-là qu'est défini en statistique un modèle statistique. Alors il est d'usage de distinguer trois types de modèles. Les modèles dits paramétriques, les modèles dits semi-paramétriques et les modèles dits non paramétriques. Alors voyons un exemple de modèle paramétrique. L'exemple suivant est donc un exemple paramétrique. On considère une suite d'observations x1, x2, xn qui sont des variables indépendantes et identiquement distribuées. On a très souvent l'habitude d'indiquer cette propriété-là en mettant tout simplement les initiales I, ID, qui sont les mêmes en anglais et qui signifient donc independently and identically distributed. On suppose que ces variables aléatoires suivent une loi gaussienne de moyenne M et de variance inconnue. Alors un tel modèle est dit paramétrique. Ça veut dire la chose suivante, je suis capable d'écrire la loi du paramètre dès l'instant où je me donne le paramètre θ. Alors prenons ici cet exemple, j'ai un espace oméga fp qui est celui des mesures gaussiennes. Donc θ c'est l'ensemble, c'est égal à la moyenne et la variance, qui sont un élément de R croix R+, et la loi de probabilité est complètement caractérisée quand je me donne la moyenne et la variance. Je vous rappelle que la probabilité, la densité de probabilité d'une loi gaussienne s'écrit 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle de moins 1 sur 2 sigma 2 x moins m au carré. Et donc la donnée de m et sigma me permettent de caractériser complètement la loi de probabilité de l'observation. Un tel modèle est donc dit paramétrique. Donc vous avez ici effectivement ce que j'ai énoncé. La loi de probabilité de ces variables, c'est le produit des lois de probabilité puisque les variables sont indépendantes. Et une fois que je connais le paramètre θ qui est la concaténation de la moyenne et de la variance sigma 2 qui appartiennent à R croix R+, je peux complètement, comme elle est écrite ici, écrire la loi des n variables aléatoires. Alors nous allons ensuite donner, nous ne les utiliserons pas, nous contenterons de regarder des modèles paramétriques, de donner un exemple de modèle semi-paramétrique et un exemple de modèle qui est non paramétrique. Alors regardez, je considère maintenant une suite d'observations xn qui est l'addition d'un paramètre θ, qui est un paramètre d'intérêt, plus une variable aléatoire epsilon n. Et je suppose que epsilon n est une suite de variables aléatoires, qui sont de moyenne
0 et de variance sigma 2. Ben, quand je définis le problème de cette manière-là, une fois que je me donne le paramètre θ, je suis incapable d'écrire la loi de l'observation. En fait, j'ai simplement indiqué que εm était une variable aléatoire de moyenne 0 et de variance sigma 2. Je ne connais absolument pas sa loi. Un tel modèle est dit semi-paramétrique, c'est-à-dire qu'on voit apparaître le paramètre d'intérêt, mais on est incapable, quand on désigne le paramètre d'intérêt, quand on le quantifie, d'écrire la loi de probabilité de Xn. Et je termine enfin par un modèle qui est dit non paramétrique. Je vais imaginer une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées qui suivent une loi de probabilité. Ils suivent une loi de probabilité dont la densité est une fonction paire. C'est-à-dire que j'ai caractérisé la distribution de probabilité de cette observation en disant tout simplement que la loi était paire. Je ne peux même pas dégager, dans une telle situation, mettre en évidence un paramètre d'intérêt. Parce que la famille des lois de probabilité qui possèdent une densité paire est une famille qui ne se caractérise pas avec un nombre fini de paramètres scalaires. Ce cas-là est dit non paramétrique. Alors nous verrons nous uniquement dans la suite des modèles dans le contexte dit paramétrique. Alors, avant de proposer un certain nombre de définitions sur l'estimation et ses propriétés, je vais d'abord, de manière générale, dire ce que l'on attend par inférence en statistique. Alors, en statistique, il est habituel de dire on va inférer. Alors, inférer signifie la chose suivante. À partir d'une suite d'observations x1, x2, xn, je dois arriver à dire si le paramètre θ qui est sous-jacent à ce modèle statistique possède une certaine propriété. On va inférer par exemple sur la valeur de θ. C'est-à-dire que par exemple on va vouloir dire combien vaut θ. On va donc inférer sur sa valeur. On peut aussi inférer sur la propriété suivante. Est-ce que θ appartient à un ensemble θ0 supposé non vide de l'ensemble des paramètres? Ce n'est pas du tout la même question. Je ne cherche pas à dire combien vaut θ, mais je cherche à répondre est-ce que θ, par exemple, est positif ou négatif. Enfin, je peux présenter aussi, ce n'est pas les seuls cas, d'autres types d'inférences, comme par exemple, donnez-moi un intervalle grand I à partir des observations qui a 95% de chance de contenir la valeur de θ sous-jacente à cette observation. Vous voyez que là, je ne cherche même pas à dire combien vaut θ, je veux donner ce que l'on appelle dans la littérature des statistiques un intervalle de confiance. Je vais pouvoir dire aux gens, voilà, je ne sais pas exactement combien il y a de personnes qui vont réagir de telle ou telle manière, mais je veux un intervalle de confiance, dire il y aura, le nombre de personnes sera contenu dans un intervalle de temps à temps avec une probabilité de temps. Donc on cherchera à dimensionner des intervalles de confiance. Alors nous, on va se limiter ici, dans cet exposé, à l'estimation de paramètres. Nous ne ferons pas ce que l'on appelle les tests d'hypothèse et nous ne ferons pas non plus de l'estimation d'intervalles. Alors, par définition, un estimateur est une fonction, il faudrait rajouter, si on était très très mathématique, mesurable des observations. Alors, je l'indique de la manière suivante. Un estimateur de θ, c'est θ. Je mets un chapeau pour rappeler que c'est un estimateur. Je mets un indice petit n pour rappeler la taille de l'échantillon et j'indique là très précisément, mais par la suite ça m'arrivera de l'oublier dans la mesure où c'est assez long à écrire, ça dépend explicitement uniquement des observations et des quantités connues. Et donc c'est indépendant, il ne doit jamais y avoir dans un estimateur le paramètre inconnu. Et donc c'est tout à fait différent que d'estimer par exemple la variance d'un modèle statistique dans lequel la moyenne est connue, et si elle est connue, j'ai le droit de l'utiliser, que d'estimer la variance d'un modèle statistique dans lequel la moyenne est inconnue. Si la moyenne est connue, je peux m'en servir pour fabriquer mon estimateur de sigma 2. Si la moyenne est inconnue, je ne peux pas m'en servir. Et donc ici, un estimateur ne dépend uniquement des données observées et des données a priori. Comment mesurer ses performances? Alors il serait vain de chercher à ce que la probabilité de mon estimateur d'être égale à la vraie valeur soit égale à 1. En fait, il se passe la chose suivante. Alors là, j'ai dessiné sous forme d'une simulation ce qui se passe d'habitude
pour une certaine estimation. Ici, la quantité à estimer est scalaire, elle vaut 0,3. Et j'ai fait tourner mon estimateur, un premier estimateur, θ1, qui n'a utilisé évidemment, θ1 chapeau, qui n'a utilisé que les données observées. Et j'ai obtenu au cours des différentes réalisations un nuage blanc comme celui-là. Ce que l'on peut dire, c'est que ce nuage blanc, d'abord, il a l'air de tourner autour d'une valeur qui n'est pas 0,3. Il est donc décalé par rapport à la vraie moyenne. On dit qu'il est biaisé. D'autre part, le nuage de valeur a une certaine dispersion autour de la vraie valeur. Il y a donc une variance importante. Alors regardons maintenant un autre cas. Celui-là, c'est le cas où les valeurs se distribuent correctement autour de la vraie valeur. Il sera dit donc non biaisé. Et au contraire, là, le nuage de points est toujours assez dispersé. Alors voici une simulation avec un troisième type d'estimateur. Cet estimateur-là tourne toujours autour de la vraie valeur, ce qui est bon signe. Il est non biaisé et en plus il a une variance assez faible par rapport à celui-là. Et donc on va essayer de qualifier les estimateurs en termes de biais et de variance. Alors maintenant qu'on l'a vu de façon visuelle et illustrée, on va en donner les définitions mathématiques. Alors on appelle biais de l'estimateur θ chapeau la différence entre la vraie valeur et l'espérance mathématique de l'estimateur que vous avez. Alors cette espérance peut être parfaitement calculée si vous aviez effectivement la valeur de θ. Alors j'insiste bien, la différence avec tout à l'heure, cette quantité-là dépend du paramètre inconnu. Alors la seule chose que je dirai à ce sujet, c'est qu'en partie, quand on veut évaluer le biais, eh bien, parfois on substitue à la valeur de θ qui est inconnue ici, la valeur estimée. Mais effectivement ici, les quantités qui caractérisent les performances des estimateurs, malheureusement, dépendent souvent des paramètres à estimer. Mais attention, hein, cette fonction-là, elle n'en dépend jamais. Après le biais, donc, on définit ce qu'on appelle l'écart quadratique, et qu'on appelle aussi dans la littérature des statistiques le risque quadratique, et qui est donc l'espérance mathématique de θ chapeau n moins θ, multiplié par θ chapeau n moins θ, transposé. C'est donc une matrice de dimension dd, puisque ça c'est un vecteur colonne de dimension dd, et ça c'est un vecteur ligne de dimension dd. On démontre assez facilement que le risque quadratique est égal à la covariance dont je vous rappelle, elle, la définition. Donc la covariance d'une variable aléatoire est ici, en l'occurrence, 2 θ chapeau, est égal à l'espérance mathématique de θ moins l'espérance de θ chapeau moins l'espérance de θ chapeau, le tout multiplié par θ chapeau moins espérance de θ chapeau transposé. Donc en fait, c'est la même quantité ici, mais au lieu d'avoir θ chapeau moins θ, j'ai θ chapeau moins espérance de θ chapeau. Alors on pourra démontrer effectivement que le risque quadratique, c'est la somme de la covariance plus ce que j'indiquerai comme étant le carré du biais, puisque ici on a une élévation au carré. Alors évidemment, c'est un vecteur ligne, un vecteur colonne que multiplie un vecteur ligne, ça fait une matrice, mais si c'était un scalaire, ça serait le biais au carré. Et on a l'habitude de dire que le risque est égal à la variance plus le biais au carré. Alors, il est malheureusement impossible de minimiser la trace, on va dire le risque, paramétrique pour toute valeur du paramètre. C'est-à-dire, il est illusoire de vouloir se dire, je vais trouver le meilleur estimateur, c'est-à-dire celui qui est meilleur que tous les autres pour toutes les valeurs du paramètre. Alors, pour le voir, on va prendre un exemple excessivement simple. J'imagine une suite de variables aléatoires x1, x2, xn, de moyenne inconnue petit m, et de variance connue sigma 2. La variance ici, je vais supposer qu'elle est connue. Et je vais d'abord estimer cette moyenne par un estimateur M1 chapeau de n, qui est égal à 1 sur n, somme de i égale 1 jusqu'à n de xi. Cet estimateur-là, vous en ferez le calcul, il est extrêmement simple de voir qu'il est sans biais, c'est-à-dire que l'espérance de M1 chapeau est égale à m. Il est facile aussi d'établir que son risque, qui est donc égal aussi à sa covariance, est égal à sigma 2 sur n. C'est-à-dire, en fait, le risque est indépendant du paramètre que l'on veut estimer, et en plus, il a une très bonne propriété, quand n tend vers l'infini, il tend vers 0. C'est le phénomène bien connu que quand on prend des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, les variances s'ajoutent. Alors maintenant, je vais proposer un deuxième estimateur. Le deuxième estimateur est l'estimateur suivant. Je vais proposer m de chapeau égale 4.
C'est-à-dire que je dis 4, quelles que soient les observations. Évidemment, ça vous paraît stupide, mais c'est un estimateur au sens de la définition que j'ai donnée. C'est une fonction de x1, x2, xn qui ne dépend pas de x1, x2, xn, ce qui est effectivement une fonction de x1, x2, xn. C'est une constante. Alors évidemment, son biais est très important et son risque est égal en fait à espérance de m2 chapeau par définition moins m au carré. Mais comme m2 est égal à 4 et que ça c'est une constante, ça vous fait 4 moins m au carré. Et nous allons dessiner le risque R2 et le risque R1 en fonction de petit m pour les deux estimateurs. Et nous allons voir apparaître une chose assez normale, mais qui fait que l'on peut définitivement abandonner l'idée de classer les estimateurs en disant je vais chercher le meilleur quelle que soit la valeur du paramètre petit m. Le premier estimateur a un risque qui est constant et qui ne dépend pas de m. Et le deuxième estimateur, c'est une parabole qui vaut la valeur 0 pour la valeur 4. Évidemment, si je dis toujours 4 et que m vaut 4, ben j'ai un peu gagné le gros lot, puisque effectivement, j'ai une variance qui vaut 0. Mais on voit que cet estimateur est très peu robuste. Dès que la moyenne va s'écarter de 4, il va effectivement devenir très mauvais. Mais il est particulièrement bon quand la vraie valeur du paramètre est aux alentours de 4. Et donc vous voyez, il passe en dessous, au point de vue de la qualité, ici j'ai représenté le risque, il passe en dessous de l'estimateur qui était l'estimateur naturel de la moyenne arithmétique. Et donc on va abandonner définitivement l'idée de classer les estimateurs à partir des risques et va donc adopter pour obtenir de bons estimateurs ce que l'on appelle des approches. Alors la première approche, par exemple, au lieu d'essayer de minimiser la trace du risque quadratique, quel que soit l'estimateur, je vais prendre par exemple comme approche de minimiser la trace du risque quadratique dans l'ensemble des estimateurs sans biais. Et ça a peut-être une solution. Ça n'en a pas nécessairement, mais ça pourrait avoir une solution unique. Autre type d'approche, je vais minimiser la trace du risque quadratique dans l'ensemble des estimateurs invariants par translation. Ou par exemple, dans l'ensemble des estimateurs invariants par changement d'échelle. Et en restreignant la classe de recherche de mes estimateurs, je pourrais éventuellement trouver une solution optimale. Alors, il existe une autre approche qui consiste à, d'après Bayes, minimiser la trace du risque, non pas du risque tel que je vous l'ai proposé, mais de l'espérance mathématique du risque quadratique en moyennant à partir d'une loi de probabilité sur l'ensemble des paramètres. C'est-à-dire que je suppose que j'ai une connaissance a priori de la distribution des paramètres θ et je vais moyenner l'estimateur que je vous propose, je vais en moyenner le risque quadratique qui dépend de θ à partir de cette loi. J'ai introduit ce que l'on appelle de l'a priori et en introduisant cet a priori, l'intégrale que je fais là ne dépend plus de θ et du coup je peux classer les estimateurs bayésiens. Alors nous ne parlerons très peu ici de cette approche, mais c'est une approche assez fondamentale où il y a d'une part la tâche aux données, c'est-à-dire ce que je mets effectivement à partir de ce que j'ai observé, et pour régulariser un peu la situation, il y a une attache à ce que j'ai a priori qui ne dépend pas des données et qui est la loi que je me donne a priori sur le paramètre. Enfin, je terminerai par une approche qui, elle, est très importante en traitement du signal et qui s'appelle l'approche asymptotique. On va plutôt s'intéresser à des estimateurs qui possèdent la propriété suivante, qui sont dits de consistance. La suite d'estimateurs est dite consistante si et seulement si la suite des estimateurs tend vers la vraie valeur du paramètre quand n tend vers l'infini. Alors vous savez qu'il faut quelques précautions. La convergence en probabilité, il n'y en a pas une seule, il y en a plusieurs. Je vous rappelle qu'à la convergence presque sûre, il y a la convergence en moyenne quadratique, il y a la convergence en probabilité et il y a la convergence en loi. Et je vous rappelle qu'il y a une hiérarchie entre toutes ces convergences. La convergence en presque sûre entraîne la convergence en probabilité, qui entraîne la convergence en loi. Et la convergence en moyenne quadratique entraîne la convergence en probabilité et donc entraîne aussi la convergence en loi. En fait, la convergence en loi, c'est une convergence très très faible. Alors souvent, ici, pour les estimateurs dont on cherche à voir s'ils ont une certaine consistance, on la regardera par rapport à une convergence en probabilité. La convergence en loi étant quelque chose de vraiment très très faible, comme vous le savez. Et on dira donc qu'en général, tous les bons estimateurs que l'on fabrique sont en général des estimateurs consistants. C'est qu'on cherche en général, en traitement du signal où on a affaire à des échantillons très longs, où n est vraiment très grand, on cherche à adopter quand même une approche qui consiste à prendre des estimateurs qui possèdent cette propriété de consistance. Alors, je vais te prendre un exemple ici. J'ai un échantillon
IID, alors je dirais à partir de maintenant IID, je ne répéterai plus indépendant et identiquement distribué, j'ai un échantillon IID gaussien de variance connue et de moyenne petit m, inconnue. Je fabrique donc l'estimateur qui est ici. On l'a déjà donné tout à l'heure dans le cas où j'ai voulu montrer mon contre-exemple au sujet des risques. Cet estimateur-là, l'espérance de ça, c'est l'espérance de la somme, mais l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances. En remplaçant E de xi par sa valeur, on trouve effectivement que l'estimateur est sans biais. Ensuite, on peut calculer la différence entre m chapeau et m. En mettant le m à l'intérieur du signe somme et en divisant par n, on va trouver directement ici xi moins m, et donc on démontrera immédiatement, comme les variables sont indépendantes, donc décorrélées, que le risque de cet estimateur, c'est sigma 2 sur n. Alors, il y a une limite fondamentale à ce risque. Et cette limite fondamentale, dans l'ensemble des estimateurs sans biais, est donnée par ce qu'on appelle la borne de Cramer-Rao. Tout estimateur sans biais vérifie la propriété suivante. La matrice de risque quadratique, qui est ici égale à la matrice de covariance, puisque l'estimateur est sans biais, est supérieure ou égale à l'inverse d'une matrice qui s'appelle f de θ et qui, dans la littérature, porte le nom de matrice d'information de Fisher. Cette matrice d'information de Fisher est donnée par l'intégrale qui est ici. C'est l'intégrale du produit du jacobien qui est un vecteur colonne par le jacobien transposé qui est donc un vecteur ligne de p de x dx. Et donc ici, ce que l'on fabrique, c'est bien une matrice de dimension dd. Le jacobien, je vous le rappelle, est calculé comme les dérivées successives par rapport au θ1, θ2, θd de la log de la probabilité, de la densité de probabilité du modèle qui possède donc le modèle statistique. On suppose ici qu'il possède une densité de probabilité. On a une autre expression de la matrice d'information de Fisher. On démontre aussi qu'elle est égale à l'opposé de l'intégrale qui est ici, qui est donc l'espérance de ce qu'on appelle le hessien. Et le hessien, c'est la dérivée seconde du logarithme de la densité de probabilité. La dérivée seconde, je vous rappelle, c'est une matrice de dimension dd où on a successivement dérivé par rapport à θi et θj pour toute valeur de i et j. Je vous rappelle qu'ici, j'ai parlé du logarithme de la densité de probabilité. Il n'y a évidemment aucune difficulté à l'introduire. La densité de probabilité est une fonction positive. Elle n'a aucune raison d'être inférieure à 1, mais elle est positive. Et donc son logarithme est bien défini. Alors, je crois que quand même, je vais donner ici rapidement la démonstration pour la borne de Cramer-Rao dans le cas scalaire. Alors, la démonstration se fait de la manière suivante. Je pars de l'espérance mathématique de θ chapeau, qui est égale à θ. L'espérance de θ chapeau, c'est θ chapeau p de x dx avec de notation très abrégée égale θ. Le θ qui est ici, je peux le multiplier par 1. 1, c'est l'intégrale de p de x. Et en prenant l'intégrale de p de x et en faisant passer dans le membre de gauche, je vais avoir θ chapeau moins θ, p de x, point virgule θ, dx égale 0. Alors j'ai mis ici, je rappelais qu'effectivement la loi dépendait de θ pour pouvoir ensuite dériver par rapport à θ. Alors en dérivant par θ et en supposant que le modèle est régulier, vous allez pouvoir permuter le signe somme et le signe intégral, la dérivation et le signe intégral, et donc vous allez pouvoir dériver sur le signe somme. La première quantité qui est ici en dérivant va me donner tout simplement moins p de x, point virgule θ dx, et la deuxième dérivée qui correspond à la dérivée de cette quantité-là va me donner plus θ chapeau moins θ, la dérivée de p par rapport à θ dx, évidemment la dérivée de 0 étant égale à 0. Alors la première intégrale qui est ici vaut 1, je la fais passer de l'autre côté, et donc le résultat que je vais établir sera donc égal à 1 dans le second membre. Et donc je vais maintenant reprendre ici l'intégrale que j'avais indiquée, somme de θ chapeau moins θ d rond p sur d rond θ dx égale 1. Mais je fais remarquer une chose, la dérivée du logarithme de p, par une propriété que vous connaissez tous sous le logarithme, un logarithme de u. La dérivée de logarithme de u, c'est 1 sur u. Donc la dérivée de logarithme de p, c'est 1 sur p, d de p sur dθ. Et donc je peux remplacer le d de p sur dθ ici par la quantité qui est là. Et je vais obtenir donc la chose suivante, θ chapeau moins θ, que multiplie ici d de log de p sur dθ, que multiplie p de dx égale 1. Alors à ce moment-là ici, je vais appliquer l'inégalité de Schwartz en coupant en deux ici le p en écrivant p puissance 1 demi que multiplie p puissance 1 demi. N'oubliez pas que p est positif, sa racine carrée est réelle. Et en appliquant l'inégalité de Schwartz à cette expression qui est là, je vais obtenir la chose suivante. Somme de θ chapeau moins θ
au carré que multiplie P à la puissance 1/2 au carré, d'accord? Et donc P dx, cette quantité-là donc multipliée par l'intégrale au carré de d de log de P petit p, donc ça fait multiplier donc par d de log de P sur dθ au carré P de x dx, cette quantité-là donc est supérieure à la quantité précédente d'après les négatives de Schwartz et est donc supérieure à 1. Et ça, ce n'est rien d'autre que le risque, c'est-à-dire la variance de mon estimateur, puisque j'ai bien l'écart quadratique dont j'ai pris l'espérance. Et donc je vois que la variance de mon estimateur, la variance de θ chapeau, est supérieure ou égale à l'inverse de ce qui est ici. Et l'inverse qui est ici, c'est précisément le d de log de la dérivée au carré, ici, à la puissance moins 1. Et là, vous reconnaissez effectivement, dans le cas scalaire, l'expression de la matrice de Fischer que je vous ai donnée précédemment. Alors maintenant, nous allons aborder la deuxième rubrique, qui est la méthode des moindres carrés, dont nous avons déjà beaucoup parlé, mais dont ici, nous allons seulement donner quelques éléments au niveau des résultats statistiques. Alors les observations, je vous rappelle, c'est du signal plus un bruit. L'observation, donc, s'écrit xi plus un certain signal plus un bruit ei. Et l'idée de gauche, je vous le rappelle, c'est de prendre pour valeur de θ l'argument du minimum de l'écart quadratique qu'il y a entre xi et si en fonction de θ. Cette méthode des moindres carrés que je désigne à partir de maintenant avec le petit o qui est ici pour dire ordinaire est très facile à résoudre dans le cas où le modèle est linéaire. C'est-à-dire ceci, le signal qui est le signal structuré par θ s'écrit de la façon suivante où j'ai supposé ici que θ contenait un nombre fini de paramètres grand L. Alors, le paramètre θ s'écrit θ1, θ2, θl, et si n est strictement supérieur à L, on obtient une écriture matricielle qui est la suivante, x est égal à un vecteur de dimension n, ici une matrice construite avec les coefficients qu'on a vus dans l'équation précédente, qui a n lignes et grand L colonnes, et ici nous avons un vecteur qui a grand L colonnes et qui est le vecteur des paramètres inconnus. Terminons ici, évidemment, ça c'est le vecteur de bruit qui lui a n composantes. Vous vous souvenez qu'on pouvait obtenir la solution de ce problème par le théorème fondamental qu'on a vu qui était le théorème de projection que j'ai redessiné ici. Pour calculer effectivement la bonne valeur de θ, on fait la projection orthogonale de x sur l'image de A, c'est-à-dire sur toutes les combinaisons linéaires des vecteurs colonnes de A. Et si A est de rang plein, vous vous souvenez à ce moment-là que le calcul de l'orthogonalité ici conduit à la relation qui est ici. Et en supposant que A est de rang plein, la matrice A transpose A est inversible et l'estimateur de θ s'écrit θ chapeau égale A transpose A à la puissance moins 1, A transpose X. Ça, c'est un résultat que nous avons déjà vu au cours des cours précédents. Alors, évidemment, je vais rajouter maintenant des hypothèses statistiques sur le bruit de manière à faire une évaluation des performances de cet estimateur. Alors, je vais supposer effectivement que le bruit est, alors je l'ai appelé epsilon n, est un bruit centré blanc. Ça veut dire la chose suivante, n'oubliez pas que c'est une matrice, c'est un vecteur, pardon, le bruit, et donc ce que je suppose effectivement, c'est que l'espérance mathématique de epsilon n vaut 0, c'est le vecteur 0, et que l'espérance mathématique de epsilon n transpose ou transconjuguée, si vous êtes sur des complexes, ça ne change rien ici à la forme des expressions, est égale à la matrice identité de dimension n, et ça, c'est la blancheur. Donc là, le centrage, c'est que le vecteur est nul, et la blancheur, c'est que la matrice de covariance est égale à un certain nombre de fois la matrice identité. Alors reprenons la forme de l'estimateur que nous avons proposé. Je vous rappelle que l'estimateur auquel nous sommes arrivés, c'est A transpose A à la puissance moins 1, A transpose X. Pour simplifier les calculs, pensez à passer à la formule suivante qui est très utile. Je vais remplacer X par sa valeur qui est égale à Aθ plus le bruit. Et donc je vais obtenir une formule utile qui est évidemment pas la formule d'estimateur parce que ça dépend de θ, ça n'a pas de sens, mais dans les calculs, il est bien plus pratique d'utiliser cette formule-là. Donc θ chapeau, lorsque je mets ça devant A θ plus B, va vous donner d'abord θ et ensuite A transpose A à la puissance moins 1, A transpose X. L'espérance de θ est donc égale à l'espérance de θ chapeau est donc égale à l'espérance de θ, qui est une constante, donc ça fait θ, et comme ceci est centré, l'espérance de cette quantité vaut 0. L'estimateur est donc sans biais. De la même manière, quand je veux calculer la covariance, je calcule de la façon suivante. C'est l'espérance de θ chapeau moins θ que j'ai fait passer ici. Et donc ici, j'ai une expression extrêmement simple puisque
θ chapeau moins θ est donné par cette quantité-là, et vous en déduirez, pardon, ici c'était pas x, mais c'était le bruit epsilon, hein. Je vous rappelle que j'ai substitué à x son expression qui était x égale a θ plus epsilon, et quand j'ai remplacé x par a θ plus epsilon, c'est epsilon qui venait ici, en utilisant la matrice de covariance de epsilon qui vaut sigma de i, et en introduisant ici cette matrice qui est là, vous trouverez sans difficulté que la covariance de l'estimateur est ce qui est donné ici. Alors si le bruit est blanc, l'estimateur des moindres carrés ordinaires est sans biais. Et on pourrait même démontrer de plus que parmi tous les estimateurs linéaires sans biais, je dis bien linéaire sans biais, il est de variance minimale. On a l'habitude de le désigner en anglais par l'acronyme BLU, BLU, et qui veut dire Best Linear Unbiased Estimateur. C'est-à-dire que dans la classe des estimateurs linéaires sans biais, c'est celui qui est de variance minimale. Alors maintenant, on va passer à une autre idée, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui se passe quand le bruit n'est pas blanc? Alors quand le bruit n'est pas blanc, effectivement, on a une certaine covariance qui peuvent avoir effectivement des raisons de ne pas prendre, disons, le critère quadratile tel qu'il est. On sent bien que s'il y a des données qui sont très bruitées, vous n'avez pas intérêt à en tenir compte au moment où vous faites l'évaluation de θ. Et si elles sont très bruitées, vous avez intérêt à les affaiblir, à les multiplier par un coefficient de pondération très faible, de manière à ne pas trop les prendre en compte. Et ça veut dire que quelque part, les coefficients de pondération que vous allez utiliser sont les inverses des variances de chacune des variables epsilon n. Alors je vais supposer effectivement ici que la matrice de covariance n'est plus égale à la matrice d'identité, elle est égale à sigma de fois une matrice gamma connue, et alors on peut me montrer à ce moment-là que l'estimateur a la structure suivante. Et on voit clairement apparaître ici l'inversion par la matrice gamma qui prend en compte effectivement que l'estimateur est sans biais. Que l'estimateur est estimé dans le cadre d'un bruit non blanc. Alors, plus généralement, ici, je vais quand même vous introduire un peu cette façon de faire pour les estimateurs de tout à l'heure que j'ai appelés les estimateurs des moindres carrés pondérés. Pardon, je ne vais pas revenir ici, mais je vais l'écrire. Alors regardez, on fait la chose suivante. On prend la matrice gamma, on en fabrique la racine carrée, et la racine carrée de gamma, elle a un sens puisque gamma est une matrice de covariance, donc c'est une matrice positive. Je prends la matrice inverse de M, et je fabrique à partir des données X la matrice M-1Y. Y égale M-1X. C'est-à-dire que je transforme mes données à partir de la matrice M-1. J'obtiens donc effectivement Y égale M-1 fois A θ plus M-1 fois le vecteur de bruit epsilon. À ce moment-là, on a de nouvelles données qui vont dépendre ici, qui vont s'écrire sous la forme Y égale B θ plus nu. On a à nouveau une équation qui ressemble à l'équation précédente et vous pourrez démontrer sans difficulté que nu à présent est un bruit blanc. D'ailleurs, la matrice, pour cette raison-là, M, qui est l'inverse de la racine carrée de la matrice de covariance, s'appelle la matrice de blanchiment, parce qu'on est passé d'un bruit epsilon qui était non blanc à un bruit nu qui est blanc. Je peux maintenant appliquer la formule précédente et en déduire donc que le meilleur estimateur de θ, c'est effectivement égal à Y, à B transpose B à la puissance moins 1, B transpose Y. En substituant maintenant ce que vaut B, je vous rappelle que B par définition c'était M-1 grand A, j'en déduis le meilleur estimateur que nous avons proposé, c'est-à-dire A transpose gamma moins 1 A à la puissance moins 1 demi, A transpose gamma moins 1 X. Alors maintenant, je vais réécrire ce à quoi correspond cet estimateur θ pour Y. Je vous rappelle que θ pour Y, c'est l'argument du minimum sur toutes les valeurs de alpha entre la distance du vecteur Y moins la distance de B au vecteur Bθ, d'accord? Mais cette quantité-là, si je lui substitue l'argument du minimum donc sur bêta de ceci, c'était bien sur alpha, hein, je m'excuse, et c'est alpha ici, d'accord? Si maintenant je remplace Y par sa valeur, je vous rappelle que Y c'est M-1X, je vais avoir ici M-1X, ici je vais avoir M-1A, et ici je vais avoir θ. Et je m'aperçois donc que l'estimateur que j'ai, c'est bien celui qui minimise le problème de départ, et qui plus est, je m'aperçois que je suis en train de minimiser, d'accord, la quantité suivante, M-1
x moins a θ. C'est-à-dire que j'ai pondéré ici ma métrique pour en faire une métrique qui était conditionnée par une matrice positive et qui était la matrice M-1. De là à généraliser à des matrices de métriques, disons, différentes, des matrices positives, hein, il faut à tout prix que cette matrice soit positive pour que ça continue à être associé à un produit scalaire. Si on prend une matrice donc définie positive, donc qui est nulle, qui n'est pas dégénérée, donc qui est de rang plein, ça va bien définir un produit scalaire, et donc je vais avoir une sorte de distance pondérée par la matrice M-1, et en généralisant donc l'expression à d'autres matrices finalement que la matrice de covariance que j'ai introduite tout à l'heure, j'obtiendrai un estimateur qu'on appelle un estimateur aussi des moindres carrés pondérés, et qui s'écrit θ chapeau égale A transpose WA à la puissance moins 1, A transpose WX. Cet estimateur est donc appelé de façon générale un estimateur pondéré, la matrice W s'appelant la matrice des poids. Alors parmi les matrices de poids que l'on a l'habitude effectivement d'utiliser en pratique, on utilise très souvent la matrice de poids qui est la suivante. Elle est associée à ce que l'on appelle un facteur d'oubli et que l'on va voir. Donc W s'écrit la matrice de pondération, lambda puissance n-1, lambda puissance n-2, etc. jusqu'à lambda puissance 0 qui vaut 1. Donc c'est une matrice diagonale et sur la diagonale, il y a les puissances de lambda et lambda est un nombre compris entre 0 et 1. Ce qui veut dire que quand grand N est grand, ce terme-là est très petit. Et vous voyez à présent que si j'écris la métrique qui est associée effectivement au critère ici de minimisation, je vais avoir effectivement ici un J de θ qui va s'écrire sous la forme x moins Aθ transpose que multiplie la matrice W que multiplie x moins Aθ. Et vous voyez que ici, si je reprends ça, effectivement, c'est un vecteur ligne. Ces différentes composantes, il en a n, vont être pondérées par la matrice diagonale lambda qui est constituée de termes qui sont des puissances de lambda. Et donc, on voit que la première composante de ce vecteur-là va être affectée d'un coefficient qui est lambda puissance n-1. La deuxième composante de ce vecteur-là va être affectée de la quantité lambda n-2. Et la dernière composante va être affectée de 1. On voit que les différentes composantes qui constituaient en fait par mes observations et le modèle a priori que je me suis donné sur ces observations qui étaient A de θ, les différentes observations ne vont pas être conservées au cours du temps. On va s'apercevoir que celles qui sont très anciennes, eh bien, on leur mettra un coefficient lambda très faible et donc on les oubliera. Et de là le terme en fait que l'on donne ici, le vocable de facteur d'oubli, que l'on donne effectivement à ce type de pondération. Donc on est parti effectivement d'un problème de moindre carré et dans sa façon la plus générale de le présenter, on le présente donc dans le cadre d'une minimisation avec une métrique de pondération. Cette métrique de pondération pouvant venir d'une connaissance a priori qu'on a sur le bruit en prenant la racine carrée, l'inverse de la racine carrée, de la matrice de covariance que l'on connaît du signal, soit c'est un modèle a priori de pondération. Souvent, ce modèle a priori de pondération que l'on prend en compte, c'est une matrice de pondération qui contient un facteur d'oubli, donc une matrice diagonale qui a sur sa diagonale des termes de plus en plus petits, de manière à oublier le plus possible le passé. Cette leçon est terminée. Je vous rappelle que pour plus d'informations, vous pouvez toujours vous connecter sur le site NetUno et cliquer sur MedNetU. Je vous remercie de toute votre attention.